définition du luxe. Donc on va appeler notre deuxième table ronde, que dans un timing parfait. Alors, pour la deuxième table ronde, qui sera le digital voyage vers un nouveau luxe, parce que vous m'avez un peu frustré, Michel, vous n'avez pas beaucoup parlé du digital, mais on ne va pas manquer de vous interpeller pendant cette réunion. Alors, pour le digital voyage vers un nouveau luxe, je remercie infiniment Jacques Binger d'être venu, parce que moi, quand j'avais 25 ans, je n'aspirais qu'une chose, c'est acheter une robe Courrèges, et c'est pour moi une des robes les plus emblématiques du luxe français, le luxe féminin en tout cas, et il a accepté de venir. C'est que Jacques Binger a repris la marque Courrèges il y a 4 ans maintenant. Donc Jacques Binger pour Courrèges. Marie Keslassi, très jolie marque. Marie est là? Je ne vois pas. Marie Keslassi qui représente la marque Gripois. Gripois est une marque du 19e, une très jolie marque de joaillerie qui était en B2B et qui était fournisseur de grandes marques comme Chanel, comme Guerlain, et qui aujourd'hui se décrit en marque propre, qui devrait normalement intervenir. Jacques, tu peux monter sur scène. Ainsi que donc Jonathan Siboni, qui va intervenir pour Luxury Insight. Et enfin, Elliot Cohen-Scali, qui va présenter le voyage de luxe. Je vous rappelle qu'on a décidé d'aborder le luxe dans toutes ses acceptions, dans tous ses secteurs d'activité, et de ne pas se contenter de la mode ou de la joaillerie. Bonjour. Je transmets la parole. Bonjour, enchanté. Bonjour. Asseyez-vous. Ravi. On va vous donner d'autres bouteilles d'eau. Ah ben voilà. Marie Keslassi. Très bien. Marie-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose D'autres pour ta bouteilles d'eau, défense? excusez-moi. Non, Pour ces petits, je voulais juste te dire que cette keynote-là est une keynote d'expérience de marque. Et donc l'idée, c'était qu'ils échangent entre eux sur l'arrivée de ces nouveaux consommateurs, puisque je tenais à revenir sur le digital, qui m'importe énormément. Le digital qui crée une nouvelle, en tout cas, une nouvelle voie de consommation. Pardon, Michel, une nouvelle voie de client. Je sais qu'il ne faut pas parler de consommateur. Je n'ai pas assez appris vos cours. Il ne faut pas, il faut quand même s'interroger sur l'arrivée de nouveaux acheteurs qui, à travers Internet et le digital, modifient le comportement auquel sont rituellement habituées les marques. Ces nouveaux consommateurs ont des nouvelles demandes, des nouveaux modes comportementaux, et je serais intéressée de savoir ce que vous, Marie Keslassi, Jacques Binger, pensez de tout cela, ainsi que Jonathan Siboni, qui est un tropisme particulier pour la Chine, qui est certainement pour moi un des continents qui donnera le là dans les années à venir sur l'appréhension du luxe via le digital. Très bien. Merci. Donc, écoute, tu vois, Tout va bien. Marie-Pierre a fait ton travail. C'est toi Magnifique. qui devais présenter. Je peux rentrer nos chez moi. invités. Tu peux J'ai plein de rentrer. boulot. Donc, Alors, le luxe et on va le commencer par Marie, hein, Ouais, parce que vous êtes voyage la vers- seule représentante du sexe féminin sur une Ouais. table qui avait été jusqu'ici assez équilibrée. Mais bon, il y a Ouais. des moments où ça bascule. Il y aura des tables rondes totalement féminines. T'introduis, ça t'inspire quoi finalement quand j'ai commencé à travailler, toi aussi voyage vers un nouveau luxe, ça t'a inspiré, ça Je suis fait référence à je suis quoi tout à fait inspiré, mais je vais demander à Marie comment ça l'inspire. D'accord. Marie, alors juste un petit tour de table rapidement. Marie-Pierre vous a présenté tout à l'heure. Est-ce que Marie, vous êtes née avec l'idée du luxe ou c'est quelque chose, c'est une passion qui vous est venue avec le temps? Juste racontez-nous un petit peu la fibre, l'ADN, puisqu'on parle beaucoup d'ADN aujourd'hui. La colonne vertébrale, ouais. Ce qui est très malmené par ces sièges, je le sais. Mais... Alors, c'est quoi votre rapport avec le luxe en fait? Pour être sincère, je pense que j'ai eu la chance de naître dans une famille qui m'a fait découvrir le luxe très tôt. Et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est assez instinctif. D'accord. C'est un mode de vie finalement. Voilà. Ouais. D'accord. Et vous êtes né à Darbaïda, Exactement. Casablanca en arabe. Alors, votre voisin, vous êtes jeune, c'est quoi cette passion du luxe ou cette envie d'aller vers cet univers? Alors, une passion du luxe depuis longtemps aussi, mais Ouais. plus une passion du digital en fait. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de partir à San Francisco et d'habiter un peu là-bas, Ouais. et de vivre en fait des nouvelles expériences, de nouveaux business models. D'accord. Vous n'avez pas joué de guitare avec des fleurs, tout ça? Non, ça c'était avant. Ouais, c'était avant, malheureusement. Mais Ouais. j'aurais bien aimé, mais et du coup, au final, j'ai souvent eu la passion pour les beaux produits, la transparence et des belles propositions de valeur. Et celle qu'on fait aujourd'hui correspond bien en fait à ce que je recherchais en fait dans le monde professionnel. Et ça fait,
je pense que ça fait sens de mélanger les deux aujourd'hui, Ouais. parce que nous, on est, en plus, contrairement à plein d'enseignes ici, on est une boîte 100% web. Ouais. Pas du tout d'enseigne, pas du tout de magasin, pas du tout de représentation physique. Et pour autant, on vend des produits qui sont à minimum 10 000 € la semaine. D'accord. Alors, juste une petite question. Si vous deviez faire, puisque vous êtes habitué à ça aux États-Unis, l'elevator pitch de collectionniste, mais vraiment en 30 secondes. Bien sûr. Donc, le collectionniste, c'est une marque de location de maisons de luxe avec service, couplé d'un service d'hôtellerie et de conciergerie pour une clientèle en fait haut de gamme. Aujourd'hui, on approche presque 800 demeures dans le monde, dans près de 100 destinations. On a 80 à 100 nouvelles maisons par mois. Et voilà, on essaie de créer des expériences uniques pour ses clients à travers le monde du digital. Et ça passe par notre site internet, où on vient de recevoir un prix d'ailleurs la semaine dernière à ce sujet. Et ça va aussi dans l'expérience dans la maison, avec des partenaires avec des marques comme Bulgari ou autres. D'accord. D'accord. Très bien, vous avez tenu moins d'une minute. Hein. Bravo, bel enseignement. Jacques, Jacques, à vous de jouer. Bon, très jolie veste. Hein. C'est marrant, ça me rappelle du courage. Ça tombe Y bien. aurait-il une cohérence vous avez la traditionnelle robe. Ah non, vous Ça êtes tombe en bien parce que les pantalon. robes me vont très mal. Oui. Ah, vous savez, je me suis Vous épilé arrêtez ce au matin pour 36, non, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Alors, Jacques, C'est l'image qui m'en reste. Il fallait. Ah, mais alors il y a longtemps. Hein, vous êtes... Ouais, c'est ça. Alors justement, je voulais vous dire que le Ouais, on magasin en de la a rue parlé François hier, 1er ouais. était juste à côté, qu'il était ouvert aujourd'hui. Donc c'est pour Ouais. ça que je suis venu. Donc On je peut vous y invite manger à y aussi. passer pour vous rendre compte qu'il n'y a on pas peut que y du manger 36. aussi. On peut y manger, ouais. Ouais, j'en ai pris l'habitude, parce que à chaque fois que je passe sur Europe 1, c'est le midi, donc j'ai la dalle avant de passer un truc, et donc à chaque fois Il je vais faut chez vous. toujours que tu racontes ta vie, toi. Ah, C'est bah ouais, ça, monsieur c'est Buin, mec, on ça. est entre amis, on se connaît tous. Alors, Jacques, pourquoi courage? Bah, pourquoi courage? Pour Parce un que publicitaire, est-ce qu'en plus ça a du sens? Un publicitaire, courage, une marque, oui, mais ça se fait qui pas était comme une ça. belle endormie? Ça, c'est l'histoire qu'on peut raconter a posteriori. C'est une histoire Ouais. de journaliste, ça. Mais en l'occurrence, la réalité, c'est une histoire de rencontre. Pourquoi courage? Très court, parce que simplement, à un moment donné, avec mon associé et ami Frédéric Torletin, on était à l'époque effectivement patron du groupe Young. On rencontre André Coqueline-Courrèges. Par les hasards de la vie, c'est-à-dire on écrit un article à l'époque dans Madame Figaro qui parlait des marques et de la pérennité, de la permanence des marques, à une époque où nos logos racontaient que les marques c'était terminé. Et nous, on pensait que c'était évidemment le contraire et que dans le monde digital, ou en tout cas dans le monde d'Internet dans lequel on entrait, les marques seraient plus que jamais un repère et que pour se convaincre de la puissance des marques, il suffisait de regarder le nombre de marques qui renaissaient de leurs cendres, ou à partir du moment où elles étaient respectées. J'aime pas le mot ADN, mais enfin, en tout cas, quand leur génétique était comprise. On appelait cet article Marque à l'ombre, avec un jeu de mots exceptionnel. et Coqueline-Courrèges a lu cet article et nous a appelé un lundi matin pour nous rencontrer. Et voilà, l'histoire est née là. Belle rencontre. Et on était à des années-lumière de penser un jour qu'on serait au 40 rue François 1er un jour. Jonathan, pour finir le... Oui, pour Jonathan, finir le- vous avez un petit côté américain. Jonathan. Ouais, John, on est à San Francisco depuis tout à Je l'heure. laisse choisir. On n'a pas complètement tout cerné de votre activité, donc est-ce bon que signe. on Ouais, n'en a c'est eu bon que signe. des morceaux, pas C'est les bon mêmes. signe. Hein. Ça, c'est top. Donc hein. Ouais. Ouais. Le luxe a une part de magie, donc je suis très heureux que vous n'ayez Voilà. rien compris. Alors, Non, par c'est où de mystère, commencer alors. Oui, c'est de mystère. Magie et mystère sont souvent Ouais. liés. Alors moi, j'ai commencé à découvrir le luxe il y a une dizaine d'années en Chine, assez paradoxalement. C'est vrai que le luxe en Chine, il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Mais surtout cette curiosité, cette envie des Chinois de comprendre un petit peu ce qui se passait chez nous. Et j'ai créé une société de conseil à l'époque, donc de conseil en marketing stratégique pour accompagner les marques à mieux comprendre les consommateurs chinois et à se développer sur le marché. Donc la société s'est développée au cours des 10 dernières années. On a maintenant 2 bureaux en Chine. Et quelques années plus tard, ma réflexion s'est portée sur un autre périmètre qui était de dire c'est bien beau d'aller voir les dirigeants, de leur parler de la Chine toute la journée, de leur dire les Chinois sont en train de changer, ils changent très vite. Alors maintenant, ils achètent plus là-bas, ils viennent ici, le Daigo, etc. Donc, je passe ma vie à répéter les mêmes choses. Ce qui n'est pas désagréable, c'est amorti, mais en même temps, c'est pas super stimulant. Et puis surtout, le principe d'un consultant, a priori, c'est d'adapter son discours à son client. Enfin, c'est comme ça que j'avais envisagé mon boulot. Donc si 30 fois par jour, je répète la même chose, a priori, c'est que c'est pas à moi de le dire. Oui, vous êtes devenu prof. Ouais. Donc je suis devenu prof, effectivement, c'était pas là où je voulais en venir. C'est surtout de dire que mes clients n'avaient pas besoin d'un consultant. En réalité, ils avaient besoin de donner et de comprendre les problèmes qu'ils devaient affronter. C'est-à-dire qu'ils croyaient chercher la solution. En réalité, il fallait qu'ils cherchent la question. Il fallait qu'ils
qui comprennent les problématiques qui sont les leurs, qui comprennent le développement des marchés émergents, qui comprennent l'importance du digital, qui comprennent l'impact de la responsabilité sociale, etc. Et pour comprendre ces problématiques-là, il fallait qu'ils soient sensibilisés. Sans ces éléments-là, nos réunions n'avaient aucun intérêt. Je passais mon temps à répéter les mêmes choses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis avec des spécialistes de l'intelligence économique. Donc, c'était en 2010-2011 pour créer une plateforme qui est présentée un peu comme l'équivalent du Bloomberg pour le luxe, où on va réunir un certain nombre de data sur les marques pour avoir déjà une vision du marché et des concurrents. Donc on a 1200 marques aujourd'hui qui sont référencées. Et surtout une base documentaire pour aller travailler sur un certain nombre d'insights sur ces problématiques. Et on a 5000 à 6000 documents référencés avec à peu près 800 partenaires. Donc c'est une base Internet qui permet de travailler sur ces enjeux stratégiques. Magnifique. Alors, je voudrais revenir à Marie juste 2 petites secondes parce que je vous ai demandé toute votre enfance à Casablanca, qui est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant un certain temps. Mais qu'est-ce que Gripois? Racontez-nous un peu Gripois, parce que j'ai oublié de vous parler de Gripois, et c'est quand même votre vie aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est devenu effectivement... D'où vient cette rencontre? Ouais. Alors, c'est effectivement une rencontre. Ouais. Je rencontre le dernier héritier de cette famille qui, à l'époque, était en difficulté. D'accord. Et donc, je m'associe avec lui, je rentre dans l'aventure. Malheureusement, l'aventure a été très courte avec donc l'héritier de la marque. Ouais. Et donc, j'ai récupéré en 2007 cette marque que j'essaie de développer effectivement en tant que marque, parce qu'à l'origine, nous n'étions que fournisseurs des maisons de couture. Et d'où l'intérêt aujourd'hui du fameux digital pour essayer de m'ouvrir, puisque jusqu'alors, c'est une marque ce n'était pas une marque en réalité. Elle a été très longtemps associée aux maisons de couture, mais seulement comme fournisseur des maisons de couture. Donc je développe en parallèle la marque et je continue à fournir les maisons de couture. Donc vous exploitez son savoir-faire pour lui redonner une nouvelle vie, mais totalement autonome des marques pour lesquelles elle travaille. Exactement. D'accord. Alors, via le digital, puisque aujourd'hui votre démarche est double, B2B et B2C, comment le digital et cette nouvelle génération de clients, pour faire plaisir au président, comment ça a modifié le comportement, voire les goûts, et c'est une question que je vous pose, des consommateurs. Comment vous appréhendez cette nouvelle génération, comme on l'a vu avec Georges Léwy tout à l'heure, cette génération 100% connectée qui a finalement pris la main, qui a le pouvoir? C'est comme ça que vous le ressentez, ou vous sentez, ou pour vous le digital c'est simplement un réseau de plus de distribution? C'est une question, hein, moi je pose, nous on est là pour poser, on ne sait pas, voilà, on ouvre le débat. Alors, je pense que par rapport à cette marque, qui est une marque niche, le digital va m'aider à, entre guillemets, éduquer le B2C, parce que le B2B, c'est acquis. Puisque très souvent, Gripois est associé à Chanel, puisque le savoir-faire de Gripois et le savoir-faire de la pâte de verre. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'entretenir. Et donc le digital me servira justement pour la marque, le développement de la marque, mais sûrement pas pour ce qu'a toujours été Gripois. D'accord. Alors, Jacques, vous aviez une présentation, je crois, non? Non? Alors, présentation. Bonne réponse. Non, non. Que je vois présentation. Non, j'ai des images pour remettre dans l'esprit de tout le monde quelques images sur Courrèges. C'est plus un diaporama histoire de vous... qui passe au fur et à mesure. D'accord, voilà, excusez-moi, mais je suis. C'est une manière d'occuper l'écran. Mais... Je suis. Vous l'avez en beige. Moi, Jacques, je voulais vous poser une question. Je l'ai dans pas mal de couleurs. Vous voyez qu'elle est très courte, la robe. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, sur une jeune fille de 20 ans, elle est un peu plus courte, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Tout est une question relative sur la longueur des jupes.
Alors, ma question, en fait, c'était pas celle-là. Sur cette génération de 20 ans, cette génération connectée qui, effectivement, elle, peut se permettre de porter des jupes courtes et des robes courtes, comment vous êtes adapté à cette génération connectée? Ça a été simple? Ça, c'est une question, ça. Cette nouvelle génération. Non, mais bon, d'abord, je vais revenir sur cette histoire de longueur de robe, parce que il faut savoir un truc, c'est que la longueur de robe et la longueur de jupe est tout à fait relative. Et chez Courrèges, il y a plusieurs longueurs parce qu'on habille toutes les femmes. Et pour habiller toutes les femmes, c'est important de le dire, il faut s'adapter. Mais oui, c'est important. C'est important parce que c'est toujours pareil. L'image publicitaire est un peu différente de la pratique, évidemment. Donc voilà, il y a cette légende urbaine qui court sans doute à cause de la mini-jupe sur le fait que Courrèges serait très court. C'est pas forcément vrai, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reste au-dessus du genou. Ça, je referme la parenthèse pour, conformément à ce que disait Michel, reparler un peu de business. Mais non, nous, ce qui est sûr, c'est que alors la tarte à la crème du digital, moi je l'ai vécu comme publicitaire, où les entreprises se précipitaient sur le digital parce que c'était la nouvelle marotte. Le digital, c'est un canal, il faut remettre les choses à leur place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un accélérateur. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en tout cas pour nous, Courrèges, la réalité, c'est que c'est une start-up aujourd'hui. C'est une marque qui est exceptionnelle de par son histoire, de par la révolution qu'elle a constituée à un instant T. On parlait tout à l'heure des mères et des filles. C'est vrai que ça a été la première fois que les mères avaient envie de s'habiller comme leurs filles. Courrèges a changé ce moment-là. Et de l'avis de tous les historiens de la mode, et y compris des grands talents de la mode, je pense à Jean-Paul Gaultier ou à Zéline Alaya, il y a un avant et un après Courrèges. Bon. Ça c'est le patrimoine, c'est ce qui constitue justement la puissance de la marque et sa modernité aussi. Bon. Nous, on arrive à un moment où, économiquement, parce que c'est pas très glamour, mais la réalité, c'est que pendant 3 ans, il a fallu d'abord réapprendre à produire, réapprendre à faire, réapprendre à vendre. On avait la chance d'avoir une équipe au style qui était extrêmement forte et des couturières. On a la chance aussi d'avoir un outil industriel. Alors on est loin du digital, mais moi je suis assez convaincu que l'avenir est je dis souvent, au click and mortar, parce qu'effectivement, on est en permanence dans ces deux univers-là. Et donc, nous, il a fallu d'abord, on en est à ce moment-là d'ailleurs du développement de la marque, il a fallu réapprendre à faire. Et la chance d'avoir cette usine à Pau qui est sublime et qui a été, c'est intéressant d'ailleurs, qui a été construite par André Courrèges parce que son obsession c'était de créer ce qu'il appelait couture future, qui était en fait une vision industrielle et d'industrialisation d'un artisanat, la haute couture. Donc c'est quand même intéressant. Et à un moment où on revient vers l'artisanat et où le luxe, et je suis absolument d'accord avec Michel, la définition du luxe est plurielle, ramène l'artisanat comme une valeur centrale. Donc nous, à ce moment-là, et là on revient au business, on revient à une logique d'entrepreneuriat, on a besoin d'accélérer le pas, puisque la clé dans nos métiers, c'est la distribution. Bien sûr. Et que la distribution, soit elle est très coûteuse, parce que le ticket d'entrée d'un magasin sur Bond Street ou sur Madison, on peut imaginer, est très, très élevé. Donc le digital permet cette accélération-là. Et le e-business, nous aujourd'hui, on fait 10% de notre chiffre d'affaires sur notre plateforme de e-commerce. C'est fantastique parce que ça permet de toucher une clientèle et une communauté, parce que je parle souvent de communauté sur Courrèges, qui n'a pas forcément accès à la marque, à Bordeaux, à Lille. Je parle de la France, mais c'est vrai aussi d'autres pays, puisque la marque se réouvre. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça recrée un dialogue. Et c'est une marque, on a un peu parlé aujourd'hui, et moi je pense que quand on parle de luxe, je ne sais pas si Courrèges est une marque de luxe au passage, mais on y reviendra. Mais en tout cas, il faut parler d'émotion. Et Courrèges est une marque qui a créé une émotion fantastique. Marie-Pierre en parlait, c'est incroyable. Chaque fois que je croise des gens qui ont croisé cette marque à un moment donné, marque de leur mère, marque à elle, qui sont mariés en Courrèges, il y a toujours une émotion qui est liée à cette marque. Et ce qui est intéressant, c'est que le digital permet ça. Et les réseaux sociaux, on est dans la culture du like, vraiment. Il faut bien le noter. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de raconter la marque autrement et ça permet aux communautés qui sont les nôtres, celles qui connaissent la marque et celles qui la découvrent, de se la réapproprier. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement intéressant. Après, on pourra développer, mais je pense que, comme moi, je considère qu'il y a une obsolescence programmée de cette industrie de la mode. Et encore une fois, il ne faut pas faire
effectivement la confusion entre la mode et le luxe. D'ailleurs, Courrèges ne se définissait pas comme une marque de mode. On parlait du sac Hermès, pour lequel j'ai le plus grand respect. Une robe Courrèges, c'est pareil. C'est une robe qui a une telle modernité que on la garde 10 ans dans un vestiaire et on pourra la ressortir. Et c'est donc un investissement. On n'y transporte pas de fer à chevaux. Non, pas encore. Donc voilà. Et cette obsolescence-là, je pense qu'à un moment donné, les défilés sur des podiums, ça pose quelques questions, d'autant qu'on passe son temps à le regarder à travers un écran. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais les médias comme les spectateurs sont tous à travers un écran. Ils ne regardent plus le défilé en direct. Ils le regardent à travers l'écran parce qu'ils filment, et le lendemain, c'est sur style.com. Donc, le digital fait exploser les codes et fait exploser le rapport à la communauté et le rapport à la cliente. Ça, c'est sûr. Et nous, en tout cas, c'est une opportunité. C'est un peu comme le mec qui s'équipe en informatique en ayant... nous, quand on est arrivé dans cette maison, il n'y avait pas un ordinateur. Donc, et c'est une chance. C'est une chance parce que du coup, on passe un cap supplémentaire. Et en même temps, vous êtes à Pau, qui est maintenant avec Beyrouth le pays du modem, à l'heure du digital et de la fibre. C'est assez amusant, je trouve. Oui. Bon, le modem. Ça rappelle des souvenirs à quelqu'un, le modem? Non. Je parlais de l'appareil. On va venir vers Elliot et Jonathan. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu commences par... Ça, c'est l'usine. On va revenir vers Elliot. Magnifique. Donc ça, on était à Pau, là. D'accord. Alors, Elliot, sur aujourd'hui, donc, votre business est totalement digital. Quelle est la partie de luxe? Est-ce que vous mettez ce luxe à portée d'eux ou au contraire vous le laissez dans un univers du luxe qui est simplement accessible à plus de monde en termes de visibilité, mais qui reste à un prix à part? Alors justement, c'est un peu à l'inverse de Courrèges. On l'a fait en fait d'une manière un petit peu. On va essayer de retravailler les codes du luxe traditionnel en fait sur le web en permanence. Et aujourd'hui, ça passe par je crois que on peut suivre les 2 slides. On va éviter c'est dans 3 slides encore après. Ah, voilà. Donc on va commencer ici. En fait, pour créer une expérience digitale, pour nous en tout cas, la définition du luxe, pour revenir à la keynote d'avant, c'est la transparence et le sur-mesure. C'est pouvoir donner l'information en temps réel à quelqu'un de manière instantanée. Donc pareil avec les réseaux sociaux ou autres, mais surtout adapter le discours par rapport à cette personne. Donc c'est comprendre nos clients, comprendre leurs attentes, comprendre leurs besoins dans le bref de temps le plus précis possible, le plus court possible, et justement réussir à répondre à leurs attentes. Donc, du coup, nous aujourd'hui, le design, c'est un des moyens les plus simples de le faire. C'est quasiment instantané en fait de créer une rassurance client à travers un site internet. Aujourd'hui, on n'a pas inventé la location de villa, il y a plein d'entreprises qui le font. Et donc du coup, le seul moyen de le faire, c'est de se différencier par toutes les petites histoires qu'on va pouvoir raconter. Et le design est la première image qu'ils voient quand ils arrivent sur le site. Donc pareil, on va adapter notre discours par rapport au support qu'on utilise, avec des informations qui vont être différentes d'un support à un autre, et du coup, être plus efficace et plus performant dans ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une promesse prix ou pas spécialement, ou au contraire vous le laissez notre prix à son prix? On le laisse à son prix en fait. Ce qu'on va raconter justement, et ça revient un peu aussi à la keynote d'avant, c'est une histoire. C'est en fait, au lieu de raconter comme on l'aurait fait un agent immobilier, 200 mètres carrés, 3 chambres, nous, on va vraiment raconter une histoire sur une maison. D'ailleurs, pour revenir sur les codes de la joaillerie, il y avait l'ancien CEO de Van Cleef qui avait dit « We're not jewelry designers, we're story designers ». Nous, c'est un peu pareil. En fait, nos histoires, nos destinations, nos lieux, on va vraiment essayer de les raconter. On va créer une histoire. On va même parfois mêler des artistes à ce qu'on fait. On a même créé un personnage à notre effigie. On n'aura jamais une icône comme une marque de luxe. Je pense même, pour revenir sur Courrèges, nous on n'est pas une marque de luxe. On tend vers les codes du luxe, mais on n'est pas une marque de luxe. On aimerait beaucoup l'être. Et en plus, je pense que ça se fait avec le temps. On est une jeune entreprise, on a 2 ans et demi. Et du coup, au final, on a créé un personnage qui voyage d'une maison à une autre. On a eu la chance de visiter la plupart de nos propriétés. Et du coup, on se sert de ces exemples pour retracer un peu ce parcours, ces destinations et ces lieux qui ont été mythiques il y a un temps et qui le sont encore aujourd'hui. Qui est votre clientèle? Vous l'avez identifiée? Elle a quel âge? Elle a quel profil? Bien sûr. Il y a un spectre démographique qui est assez large. Ça va de 20 à 80 ans pour l'anniversaire de la grand-mère ou des jeunes qui veulent partir à Ibiza faire la fête. Il y a vraiment de tout. Après, c'est justement le mode de communication est assez différent entre la grand-mère et le jeune de 20 ans. Mais dans le process, en fait, la grand-mère, elle n'est jamais toute seule. Ils sont toujours 15. Et quand on est à New York et qu'on cherche une maison à Saint-Tropez, finalement, le digital est le meilleur moyen de trouver sa maison.
Et surtout, en fait, avant, c'était des petites vignettes qui faisaient 10 pixels par 10 pixels. Et je vous invite à aller voir notre site. Aujourd'hui, on le voit en grand, on découvre la maison, on fait des photos qui ne sont pas des photos qui sont non représentatives des lieux ou panoramiques pour essayer de cacher des choses. On va vraiment aller travailler aussi le côté photo. Et le dernier point sur lequel on s'efforce de faire, c'est créer en fait une vraie relation humaine avec nos clients sur Internet. C'est vraiment donc qu'est-ce qui va faire que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la transparence et le sur-mesure, comment on fait pour analyser les données qu'on reçoit et pouvoir en fait les adapter dans un discours précis sur notre site. Et ça, tous nos commerciaux en fait sont formés pour passer du temps avec nos clients, limite les voir à Paris quand ils passent par Paris, aller à l'encontre de ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est pas beaucoup de travail et peu de gens le font, mais au final ça fait une vraie différence dans la tête du client parce que ça le fidélise. Il comprend en fait qu'on a compris les petites attentions qu'il voulait, les produits d'accueil qu'il voulait, ses allergies, ce genre de choses. C'est bête, mais ça fait un voyage quand on est 7 jours dans un lieu aussi prestigieux que les nôtres. Je pense que c'est dommage de se rater un jour parce qu'on a raté une excursion, un service, un restaurant qui était pas celui qu'on cherchait. Et du coup, je veux bien qu'on voit le prochain slide. On a même, pour revenir sur l'aspect conciergerie, bien sûr, on a des concierges locaux dans chacune de nos destinations. Et on a aussi créé une application qui, justement, va essayer de comprendre au quotidien. Le meilleur moyen, c'était d'être dans la poche du client pour comprendre vraiment, en fait, quelles étaient ses attentes, qu'est-ce qu'il aimait. Et en fait, on comprend de lui, comme de l'intelligence artificielle, on va comprendre qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas et lui proposer les services adéquats. C'est-à-dire, c'est le luxe personnalisé, à chacun sa propre définition, et vous essayez d'anticiper, d'aller au plus juste de la définition de chacun pour répondre à cette définition, finalement. Exactement. Lorsque vous faites des propositions, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 propositions? Ou vous arrivez vous proposez finalement la seule maison ou le seul appartement qui pourrait correspondre avec les seuls services? C'est en général de 3 quand même. On essaie d'être un petit peu plus large. Une, ça aurait été prendre le risque que la personne n'aime pas, donc on prend 3. Alors, merci. On va continuer avec vous, Jonathan. Ma question, notre question qu'on s'est posée quand on a travaillé ensemble, Denis. Toute la journée, oui. Toute la journée hier. C'était pourquoi la Chine finalement? Qu'est-ce qui vous semble intéressant? Est-ce que ça serait pas un juste retour des choses finalement, parce qu'on sait que des siècles passés, la Chine a été bien devant la France, qu'elle a même été copiée par la France. Et donc c'est quoi? C'est ce pays-là qui va donner le là du luxe demain. Et comment vous caractérisez cette clientèle? Est-ce qu'elle est bien différente des autres? Et voilà, je pense que ça suffit, au moins 2 questions. Oui, c'est une question facile, je vous remercie. Donc on va essayer de parler d'1,3 milliard de personnes en 2 minutes 40. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Et je vois que vous avez probablement lu mon livre, je vous en remercie, je vous invite tous d'ailleurs à le faire, où on parle de l'histoire du luxe en Chine et du luxe en Chine aujourd'hui. Alors, pourquoi le luxe en Chine en ce qui me concerne, puisqu'il y a toujours une histoire de rencontre personnelle. Moi, je n'ai pas de marque à raconter, donc je vais vous raconter ma vie. Ma mère l'aurait bien mieux fait que moi, mais je vais quand même m'y atteler. D'abord, j'ai commencé à travailler au Japon. Il y a une dizaine d'années, un Japon qui est un Eldorado fabuleux, qu'il a été, et qui est toujours une terre de découverte extraordinaire pour les marques de luxe. Et j'étais subjugué d'abord par la beauté de ce pays et complètement abasourdi par le nombre de sacs Louis Vuitton que je voyais dans les rues de Tokyo. Je ne comprenais pas. Je disais, j'avais 20 ans, c'est pas possible. Toutes les femmes japonaises ont un sac Vuitton, pourquoi c'est pas le cas à Paris? Et de là, j'ai eu qu'à traverser la mer du Japon, justement. Je suis arrivé en Chine et j'ai eu un territoire qui n'avait strictement rien à voir, qui avait une envie de découverte, une énergie extraordinaire, une envie de tout apprendre, de tout faire très très vite, sans aucun code, mais en même temps sans vraie peur de ne pas savoir. Et je me disais, c'est quand même extraordinaire ces Chinois, parce que ils veulent aller vite, ils sont fonceurs, ils ont une énergie, ils ont fait. Bon, le marketing, c'est pas trop ça. La créativité n'a pas été extraordinairement suscitée et développée dans leur culture, puisque la culture chinoise, c'est avant tout une culture, désolé de le dire, mais c'est un fait de la copie, de l'imitation. D'ailleurs, le caractère chinois qui dit apprendre, xuer, c'est le même que imiter, chuer, copier. Quand vous prenez les arts martiaux, par exemple, vous allez copier le même geste à l'infini. Vous n'allez pas faire un nouveau geste. Quand on fait de la calligraphie, vous allez refaire les mêmes gestes. Donc l'apprentissage se fait par l'apprentissage auprès des maîtres. Ça, c'est un élément culturel et vous n'allez pas innover en disant « Coucou maître, j'ai un nouveau caractère ». Ça, c'est pas trop. Donc au sein de l'entreprise, c'est pareil, c'est extrêmement horizontal et les informations doivent monter dans ce sens-là. Donc cette énergie, cette volonté de faire et en même temps ce refus de
de la nouveauté me paraissait assez étonnant. Et en parallèle, puisque je vivais en France, j'avais des gens ici qui avaient plein d'idées, une créativité débordante, mais qui, eux, n'avaient pas envie de bosser. Alors je me dis, c'est quand même génial cette histoire. Il y a des mecs qui ont plein d'idées, qui ont des vraies conceptions, compréhension de produits et de possibilités de développement, mais qui n'ont pas envie de le faire. Et de l'autre côté, des gens qui disent, nous, on ne sait pas quoi faire, mais on a envie de le faire. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire à l'époque, et on l'a fait dans le territoire du luxe pour une raison simple, c'est qu'en fait, lorsque vous vous intéressez aux spécificités socio-culturelles de vos clients, les marques qui sont le plus demandeurs sont celles qui ont le plus besoin de les comprendre. Et pourquoi c'est des marques de luxe? Parce que les produits de luxe ont une spécificité. Je vais me permettre de commenter, peut-être même de mettre en opposition avec Monsieur le Président. C'est une phrase que j'ai toujours rêvé de dire. Je voudrais me mettre en opposition avec Monsieur le Président sur la définition du luxe, ou en tout cas donner un petit peu la mienne. C'est vrai qu'on ne peut pas définir le luxe comme on ne peut pas définir l'amour, mais on peut essayer d'en définir quelques ingrédients. Et la beauté du luxe, quelque part, c'est ce triptyque entre les éléments rationnels, qui sont le rationnel des matériaux utilisés, du savoir-faire, du temps pris pour le faire, la qualité, la rareté, des éléments émotionnels liés à l'histoire, l'authenticité, l'ADN dont on ne parlera pas, et des éléments statutaires, parce que le luxe comporte en lui-même des éléments statutaires. C'est ce triptyque-là, qui est le rationnel, l'émotionnel et le statutaire, qui fait qu'une marque de luxe peut exceller ou pas. Et en amour, je crois qu'il y a un petit peu de ça aussi. Il y a du rationnel, de se dire, je vais construire avec cette personne ma vie, notre futur. Il y a de l'émotionnel, qui est l'amour, et évidemment. Mais quand il n'y a que de l'émotionnel, vous voyez, ça m'émeut au plus haut point. Mais quand il n'y a que de l'émotionnel, qu'on dit je l'aime, c'est fabuleux, c'est super, on se marie demain matin sans même se demander si on est capable d'avoir des enfants ou si on a envie de vivre au même endroit, ça risque de coincer. Et quand il n'y a que du rationnel, ça coince encore plus vite. Donc il y a ce mélange-là dans le luxe. Le statutaire sur l'amour, il est où? J'en parlerai pas. Mais le statutaire, il est quand vous l'amenez dans une boutique et qu'elle vous demande, qu'elle dit qu'elle est amoureuse d'une robe Courrèges. Et là, tout d'un coup, le statutaire se partage au sein du couple. Mais quelque part... il le fait bien. Quelle vision. Mais quelque part... Je porterai pas de robe Courrèges. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en ce qui concerne la Chine, pour y revenir un tout petit peu, la Chine est un territoire extraordinairement complexe. On oublie de le préciser, et c'est pas une volonté de ne pas répondre, mais la Chine, c'est 2,5 fois plus grand que les 27 pays européens. C'est 2,5 fois plus peuplé que les 27 pays européens. Qui aujourd'hui dans cette salle va me dire le consommateur européen est comme ça? Il est riche, il est pauvre. Allez en Ukraine, allez à Londres, on verra si vous aurez le même consommateur. Le nord de la Chine à la latitude du sud de la Suède, il fait un peu froid. Le sud de la Chine à la latitude du nord du Maroc, il fait un peu plus chaud. Si vous mettez les mêmes produits dans les boutiques, vous risquez de ne rien vendre ni à un endroit ni à l'autre. Pas les mêmes cultures, pas les mêmes tailles, etc. Donc il faut déjà prendre conscience de la complexité de ce territoire. Premier point. Deuxième point, cette complexité-là, en fait, n'est que le début. Pourquoi? Parce que vos consommateurs, en fait, qui achètent des produits de luxe, les Chinois, ne le font pas chez eux. Aujourd'hui, les Chinois représentent 29% des achats de luxe au niveau mondial, à peu près. Ouais. Sauf que sur le net, ils achètent, Sur le net, c'est un point très spécifique à la Chine parce qu'il y a une grande peur de la contrefaçon et il y a un problème des paiements en ligne et de la logistique. Parce que quand vous vivez au fin fond de la Chine, vous ne pouvez pas vous faire livrer un bien forcément de grande valeur, etc. Donc le net en Chine est très, 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 très développé, surtout pour le luxe en ce qui concerne le Daigo. Le Daigo, c'est le fait d'avoir une tierce personne qui va acheter pour vous un bien de luxe, en général à l'étranger, pour bénéficier des différences tarifaires. Donc c'est des gens qui vont acheter chez Vuitton à Paris et qui vont envoyer à un cousin ou un cousin qui n'est pas de leur famille un sac en Chine. En tirant parti de ces différences de prix. Donc ça, c'est un des canaux qui peut exister. Le Daigo aujourd'hui représente la moitié des ventes de luxe dans toute la Chine continentale. C'est-à-dire quand vous prenez la vente des produits de luxe en Chine continentale, hors Hong Kong, Macao, c'est à peu près, allez, on va dire 30% de la totalité des achats des Chinois, 15% c'est Daigo, et donc les 55 qui restent, c'est achats à l'étranger. Autrement dit, sur les 30% de Chinois ou 29% de produits de luxe dans le monde qui sont vendus à des Chinois, 7% uniquement sont vendus sur le continent chinois. Le reste, c'est Paris, Milan, Tokyo, Hong Kong, Macao, etc. Ce qui signifie qu'en fait, quand vous avez un client qui rentre chez Courrèges ou chez Vuitton, vous ne savez pas s'il vient de Shanghai ou de Pékin. Vous ne savez pas s'il vient à Paris pour la 7e fois et s'il connaît déjà votre marque par cœur ou si c'est la première fois qu'il rentre dans une boutique de luxe. C'est ce besoin de compréhension qui est absolument fondamental. Et c'est en cela, je pense, que le net peut être un moyen de venir chez lui, de venir communiquer avec lui, de lui raconter des histoires, de lui raconter votre histoire. Moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, et je m'arrêterai peut-être là-dessus, je sens vos regards un petit peu pesants, lourd, excusez-moi. On a un langage corporel fantastique. Oui, je vois ça, c'est extraordinaire. C'est de dire, en fait, ne racontez pas des histoires. Vous n'êtes pas là pour raconter l'histoire. Racontez votre histoire. Par contre, racontez-la dans la langue de l'autre. C'est un problème de traduction, c'est tout. Racontez votre histoire, mais dans sa langue. Si vous lui racontez des histoires, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, vous n'aurez pas de repeat. Donc ça n'a aucun intérêt.
Alors, moi, j'ai Alors plein de finalement, questions si sur j'ai la... bien compris, Elle crie plus fort que moi, je la Ouais, laisse faire. ouais. Ouais. le digital, c'est un moyen finalement de présenter et de présenter la marque, de raconter l'histoire avant même l'acte d'achat. Alors, Mais est-ce que, est-ce que le digital... Moi aussi, je peux créer. Non, j'ai résumé ainsi parce que votre pression se faisait lourde. Non, non. Forte. Moi, ce qui m'intéresse, Non, c'est vous avez le raison. digital. Le Le digital. luxe et le digital. Alors, le C'est digital ça, en c'est Chine la raison pour a un laquelle on est avantage là fondamental aujourd'hui. qui dépasse le storytelling. Ouais. L'avantage fondamental, ce sont des plateformes comme WeChat, par exemple. Ce sont Ouais. des moyens d'aller dans la poche des Chinois, de communiquer avec eux de manière personnelle. Parce que un Chinois, ce qu'il veut, les Chinois en général, ont le culte de la culture, du contact humain, etc. Des plateformes comme WeChat vont vous permettre de récupérer des communications avec vos consommateurs. Quand ils vont arriver à Paris, ils vont envoyer un message sur le WeChat de Courrèges, par exemple, en disant je suis là pour 2 jours, etc. Ça va localiser la boutique la plus propre, la plus proche. En général, elles sont toutes propres. Et il va être reçu, il va être reconnu lorsqu'il va rentrer en boutique. Monsieur Wang, comment allez-vous? On voit que vous avez acheté à Pékin la semaine dernière, etc. Ce contact humain-là, aujourd'hui, est possible par des plateformes digitales et permet justement de contrecarrer cette absence de connaissances qu'on avait initialement. Ça, c'est la force du digital. Alors, revenir à Marie et à Jacques quelques instants. La force du digital, s'il La te force plaît. digitale, d'accord. Marie, est-ce que la force du digital est avec vous? Je pose la question qu'elle me dit. Est-ce que justement, c'est qui vos clients aujourd'hui? Ceux que vous cherchez à avoir d'abord, est-ce que c'est plutôt des clients étrangers? Est-ce que c'est des clients français? Et donc j'imagine pour le digital permet de toucher ces gens-là plus particulièrement, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui vous rêvez plus de Russie, de Brésil, de Chine que de France finalement? Non, le premier marché auquel je m'attaque est le marché américain. Puisque les Américains ont une culture du custom jewelry qui est vraiment élevée par rapport à la française. D'accord. Qui n'a aucune culture du bijou de couture ou plus vulgairement le bijou fantaisie. D'accord. Donc c'est mon premier chantier. D'accord. Et mon second chantier est évidemment la Chine. D'accord. Et aujourd'hui, vous les sentez? Ils arrivent, ils sont sur votre site, ils viennent découvrir? Comment vous... Oui, on travaille déjà beaucoup avec. D'accord. C'est-à-dire que vous faites un effort d'investissement particulier sur du référencement, sur du... On est référencé dans des magasins multimarques plutôt élevés. Pour un exemple, Corso Como à Shanghai. Donc, on est très souvent associé à toutes les autres marques de luxe. D'accord. Jacques, j'en profite, je prends le micro. Particulière pour cette population. Est-ce que vous créez de façon plus adaptée pour ces populations-là, ou vous partez d'une offre, sachant qu'il y aura au bout forcément une demande? Alors, je pars de la collection intemporelle de Gripois, mais il est vrai qu'il faut s'adapter au marché. Une Américaine va vouloir un plastron volumineux et une Chinoise va vouloir quelque chose de plus délicat. D'accord. Et une Chinoise, elle va avoir du mal à acheter un bijou qui est coûteux mais qui n'est pas en or, qui est en pâte de verre, donc qui imite la pierre semi-précieuse mais qui n'est pas... Il y a vraiment une éducation à faire avant. Les codes et l'attente ne sont pas les mêmes. Avant de s'imposer. Jonathan, ces codes, vous les retrouvez aussi? Elliot, pardon. Ouais. Oui, tout à fait. Au final, on n'est pas maître du goût. Donc, du coup, au final, un Russe ne va pas aimer ce qu'un Chinois cherche, par exemple, quand il voyage dans une maison. Mais nous, pour revenir sur votre question de... Ça veut bien dire, Président, qu'il y a des luxes. C'est ce qu'il disait, d'ailleurs. Ouais, et donc, du coup, pour revenir à votre question de clientèle, nous, c'est marrant, on est une entreprise française, mais on a très, très, très peu de clients français. Et on s'adapte en fait à des discours qui sont peut-être pas les nôtres, mais en fait qu'on essaye de comprendre. Et finalement, je me demande si, alors les avoir vécus, moi j'ai eu la chance de voyager, et mes associés aussi, mais on va beaucoup plus se fier à ce qu'on nous dit et ce qu'on reçoit de nos clients, et en fait adapter notre discours à ça, c'est-à-dire même retirer des maisons si on se rend compte que c'est pas adapté à ce qu'ils cherchaient. Et ça revient un peu à ce que je vous disais sur la personnalisation, c'est vraiment aussi peut-être même demain, c'est pas dit que notre site en russe, en Chine ou autre, ne soit pas le même en fait
pour des raisons comportementales et psychologiques. Ça serait très possible que ce soit le cas pour segmenter vraiment l'offre et justement augmenter même notre taux de conversion et faire en sorte que le client cherche plus vite et mieux ce qu'il cherche au départ. Ouais. Alors, le client, est-ce que quand vous dites le client, c'est bien cette nouvelle génération, et ça, je m'adresse à vous tous, cette nouvelle génération connectée, cette génération Facebook, cette génération Twitter, cette génération qu'on a du mal, qui vit un peu en meute, qu'on a du mal à cerner. Et est-ce que cette population, c'est votre public ou votre public de demain ? Que vous cernez bien sûr via les réseaux sociaux. C'est évidemment nos clients de demain, puisqu'au final, la probabilité que demain ils deviennent riches et qu'ils le sont déjà, il y a de plus en plus de riches dans le monde, c'est le cas. Après, je pense qu'aujourd'hui, on sert déjà du digital, nous particulièrement d'Instagram, pour connaître les goûts de nos clients, rentrer en discussion avec eux. Je vais vous donner des exemples précis. On a par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui aime bien Cipriani à Londres. On va essayer, nous on travaille avec plein de grands chefs justement, dont Thierry Marx dans nos maisons. On va essayer de recréer ces mêmes expériences culinaires dans nos maisons pour faire en sorte qu'ils retrouvent en fait ses goûts et ses habitudes directement dans nos maisons. Donc du coup, je pense que c'est via des billets comme ça qu'on peut soit trouver des clients, soit créer des communautés comme Courrèges et faire en sorte que les gens adhèrent à un mouvement, à une façon de penser et n'aient plus qu'un seul idéal dans le monde de la location de maison en tout cas. Jacques, comment vous vivez leur développement de Courrèges ? D'abord par rapport aux zones géographiques dans le monde, est-ce que vos clients sont typés ou ils sont finalement partout sur la planète ? Est-ce qu'il y a un engouement parce que déjà les Français retrouvent une marque qu'ils aiment et puis il y a une forte proportion ? Et du coup, s'ils sont étrangers, le digital, c'est le canal pour faire la belle vitrine et ensuite ils viennent l'acheter chez vous à Paris, comme disait Jonathan tout de suite. Ouais, alors, il y a deux choses. D'abord, Courrèges a été très puissant, on l'a oublié, mais on a été très puissant dans les années 60 et 70, à une époque où le monde n'avait pas la même configuration qu'aujourd'hui, où la Russie et la Chine n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, nous, on s'appuie d'abord sur des pays qui ont une forte mémoire. Faut pas oublier qu'il y avait 80 magasins Courrèges aux États-Unis, il y avait 170 magasins Courrèges dans le monde. C'était souvent des franchises, mais donc nous, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une rémanence. Nous, un de nos marchés prioritaires a été les États-Unis. On n'est pas passé tellement par le digital. Oui, le digital pour interagir avec une communauté, et en l'occurrence Instagram ou Facebook tous ces réseaux communautaires sont intéressants justement pour parler, pour dialoguer avec une communauté. Mais la réalité, c'est qu'on est passé par du physique et on a très vite retrouvé une connexion avec les gens qui se rappelaient de Courrèges, qui avaient envie de retrouver Courrèges. Puis il y a un truc qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup ici, mais c'est le produit. Il faut revenir au produit, le produit. On peut se raconter ce qu'on veut sur les histoires, sur le storytelling, sur tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas un bon produit, si vous n'avez pas un produit qui raconte quelque chose et qui rentre en communication, en résonance avec un individu, avec quelqu'un, vous pouvez toujours raconter des histoires. Ouais. Donc nous, très concrètement, c'est vrai que notre sujet, c'est pour ça que je suis ici, je suis une forme d'imposture dans cette plateforme, parce que le digital, pour l'instant, il est extrêmement faible. On a juste reconstruit un dialogue, et nous, notre sujet, c'est de retrouver de la distribution, de retrouver du contact avec des clientes, avec des communautés, ce qui se passe très bien, et de remettre le produit en face, c'est-à-dire le produit iconique, puisque effectivement on a un blouson vinyle ou une robe sans celle qu'a connue Marie-Pierre, qui se vend toujours, qui est parmi nos best-sellers, qui sont des produits de vestiaire comme le sac Kelly d'Hermès. Et à côté de ça, il y a toute une nouvelle collection. On dépasse un peu la mode parce que Courrèges, c'est avant tout un style, et ça aussi c'est un sujet sur le luxe, plus que de la mode, plus que la volatilité de la mode. Et donc c'est ça qu'on essaye de reconstruire. Et le digital, encore une fois, pour nous, est un accélérateur. Après, moi je crois que le vrai sujet, parce que le thème de Keynote, c'était digital, voyage vers un nouveau luxe. Je pense que ça, c'est un sujet très intéressant. On n'a pas du tout abordé jusqu'à présent, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment extrêmement intéressant de bascule. D'ailleurs, on voit bien dans vos questions, vous naviguez entre les jeunes qui sont sur Twitter et on oublie toute la masse de gens qui font aujourd'hui la clientèle du luxe. Parce que la réalité, c'est qu'il faut un pouvoir d'achat pour. Et je suis pas certain que ma fille de 19 ans qui passe sa vie sur les réseaux sociaux ait les moyens d'entrer dans une boutique pour acheter un produit extrêmement cher. Mais elle va y pousser ses parents. Et nous, on est bien confrontés à ça puisqu'on a une universalité des cibles. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à un moment crucial où précisément
précisément à cause du monde digital, appelons-le comme ça, on est poussé, et les marques et le luxe est très challengé. Parce que la réalité, c'est qu'on a affaire à une population, alors elle s'élargit, parce que la réalité, c'est que ma grand-mère, elle va aussi sur Facebook aujourd'hui. Bon. Donc on est poussé à une remise en cause des valeurs de marque, de l'interaction qui existe avec les marques, et d'une certaine vision de ce que peuvent véhiculer les marques. Et ce qui est intéressant, moi je pense, alors c'est vrai que là je ramène les choses à Courrèges parce qu'on est dans un, je le disais tout à l'heure, on est à une frontière, on est luxe, oui, parce que on est un produit qui a une histoire à raconter et le temps ne s'achète pas, donc c'est rare. On raconte quelque chose parce qu'une femme qui s'habille en Courrèges, André disait, alors c'est pas Uribe, mais André Courrèges disait qu'une toute femme plongée dans du courage est soumise à une poussée d'optimisme, et ça raconte quelque chose. Et ça, c'est précieux. Et j'en viens à ça, c'est que je pense que nous, on essaie de raconter, parce que je pense que c'est ce qu'est cette marque intrinsèquement, c'est une marque sociétale. Et donc, c'est une marque, nous, on dit de luxe pop. C'est pas un luxe arrogant, c'est pas un luxe distant. Et je trouve que le luxe, la question qui se pose au luxe aujourd'hui, même si c'est une espèce de flou, c'est comme le digital, ça ne veut rien dire. Mais ce qui se pose au luxe aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il raconte pour l'avenir. En réalité, si vous regardez les grosses marques de luxe puissantes et respectables, celles qui ont, pour certaines, inventé l'industrie du luxe des années 80-90, elles ne racontent jamais l'avenir. On parle des Chinois, on parle des pays émergents. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore une fois à une rupture qui est que les gens, les individus, ont envie qu'on leur raconte un autre avenir, ont envie qu'on leur parle d'optimisme, de simplification, de simplicité, qu'on leur raconte l'avenir, et pas seulement qu'on leur raconte le présent ou le passé. Et on voit bien, d'ailleurs, Apple, on ne parle pas d'Apple ici, c'est quand même très intéressant ce qui est en train de se passer chez Apple, où ils sont en train de connecter, ils ont recruté des gens qui venaient du luxe et des gens qui venaient de la mode. C'est pas un hasard. Donc on voit bien que les frontières sont en train de basculer. Et pour ce qui concerne Courrèges, c'est vrai que nous, quand on réfléchit à notre plateforme de marque et à ce qu'on a envie de raconter, c'est précisément ça. C'est une certaine vision du futur. Aujourd'hui, mais du futur, de la jeunesse, de l'optimisme, des couleurs, de l'engagement, du respect de l'écosystème, au sens large du terme. Et ça, je pense que les marques de luxe ne le racontent pas forcément. D'ailleurs, on le voit bien, puisque c'est un exemple, mais en tant qu'ancien publicitaire, les publicités, les marques de luxe, on parlait des parfums, c'est du Barbara Cartland en permanence. Ça ne raconte plus rien. On voit, alors je m'éloigne, un baiser, c'est ridicule en matière d'évocation. On est rentré dans une forme de masse. C'est pour ça qu'il y a une escroquerie intellectuelle, au fond, sur cette logique du luxe. On le sent bien d'ailleurs depuis ce matin, et moi je participe complètement du questionnement de Michel sur le sujet. Donc il faut ramener les choses à ce qu'elles sont, s'intéresser aux individus, au caractère pluriel et très segmenté des gens auxquels on parle. Et c'est vrai, pour terminer là-dessus, que moi je pense qu'aujourd'hui, alors que le monde est devenu une espèce de gigantesque mall, enfin pour ceux qui aiment New York, aller à Soho, ça n'a plus d'intérêt. Il n'y a guère qu'au Japon qu'on est encore dépaysé, et dans certaines villes de Shanghai, de Chine. Moi je pense qu'on va retrouver l'unicité. Et c'est la question que pose le digital et qui est très intéressante. C'est l'unicité, c'est comment on me parle à moi, comment moi qui ai dépensé beaucoup d'argent, d'ailleurs au passage c'est intéressant de voir que je vais aller en EasyJet dans un palace de Bali, c'est pas gênant, on voit bien qu'il y a une mixité des choses. Donc comment on va me parler à moi, comment le fait que je me sois déplacé jusqu'à Shanghai chez Corso Como, où on est aussi d'ailleurs, va faire que quand je rentre en France je ne retrouve pas chez ma voisine qui ne s'est pas déplacée si ce n'est de 200 mètres vers l'avenue Montaigne, le même produit que celui que je me suis escrimé à trouver. C'est ça que c'est la question qui va se poser au luxe. Et le voyage vers le nouveau luxe, c'est celui-là. Est-ce qu'on va toujours avoir des boutiques hyper standardisées? Est-ce qu'on va avoir des cérémoniaux de vente qui franchement, vous agacent au dernier degré? Moi, j'ai pas envie de m'asseoir quand je suis en train de payer. On me demande si je veux m'asseoir, si je veux un café. Maintenant, j'en veux pas. J'ai envie qu'on me parle de moi. J'ai envie qu'on s'intéresse à moi. Ou alors, finalement, est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que les boutiques vont pas devenir des musées, finalement, pour incarner la marque? Pourquoi?
On voit bien, les marques aujourd'hui, elles s'exposent, les créateurs s'exposent, font des expositions. Donc, est-ce que finalement, in fine, les marques vont devenir les boutiques vont devenir des musées où on ne pourra pas acheter, où on verra, où on sentira, où les vendeurs ne seront pas des vendeurs mais des ambassadeurs, où ils vous raconteront l'histoire. Moi, je vous raconte exactement l'inverse. Et oui, non, mais pour ça. Et je sais bien. Je sais pas. Je vous dis l'inverse. Je dis pourquoi. Et est-ce que ça peut pas être ça? Des boutiques qui vont être des musées, avec des vendeurs, des ambassadeurs, qui vont incarner la marque, et tout se fera sur le net. Je sais pas, moi je crois pas du tout à ce modèle-là, et je crois pas du tout que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passera comme ça. Je ne le crois pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il y a une complémentarité absolue. D'ailleurs, on le voit bien. Les femmes, et je suis sûr dans cette salle, il y en a un bon nombre qui achètent sur vente privée. Ça va pas les empêcher d'aller ensuite en magasin, d'avoir un contact, de découvrir la marque parce qu'elles ont découvert la marque d'une certaine manière et de la redécouvrir d'une autre. On parlait des parfums tout à l'heure. On a besoin de toucher, on a besoin de sentir, on a besoin d'une interaction, on a besoin de se balader. Enfin, c'est exactement comme si on se disait aujourd'hui, de la même manière que dans les années 60, on pensait qu'on mangerait tous des pilules. On mange pas des pilules. L'humain, c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, le luxe est au cœur de ce sujet-là. On est au cœur de l'humain. Donc le vrai sujet, c'est de comprendre l'humain. De quoi vont être faites nos vies. Est-ce que les femmes auront toujours envie de s'habiller en noir le matin parce que c'est plus facile, qu'on se pose pas de questions et qu'on ne va pas se faire emmerder dans la rue ou dans le métro? Ou est-ce qu'à un moment donné, elles vont prendre des risques? Est-ce que ça veut dire quoi la connexion? Alors, il y a le gadget de la connectivité des objets. Mais demain, est-ce qu'on aura des robes ou des objets qui permettront de réfléchir à notre santé? Comme on aura... Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça les vraies questions. On parlait de Vacheron Constantin, qui est une marque pour laquelle j'ai un respect absolu, j'adore les marques, mais face aux montres connectées qui vous permettront de payer, de s'identifier, d'avoir un direct, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va toujours être obligé de s'intéresser à une manufacture et un savoir-faire qui n'intégrera pas la technologie? On voit bien dans la mode. Dans la mode, on peut se raconter ce qu'on veut, mais les dernières évolutions de la mode, elles viennent pas des designers, elles viennent de la distribution. C'est Zara et H&M qui ont inventé une nouvelle manière, une nouvelle supply chain, une nouvelle manière d'aborder la distribution. Ouais. C'est ça le sujet. Et l'autre sujet, c'est comment le digital va permettre de continuer à permettre la création. Parce qu'au passage, le luxe, faut jamais l'oublier, c'est un sujet sur la création et la créativité. Donc, parce que Style.com qui vous met sur le net la plupart des défilés qui permettent à Zara de les copier le lendemain, ou en tout cas de s'en inspirer, puisque c'est ça la formule consacrée, sous pression, parce que c'est une pression économique, il ne faut jamais l'oublier, pour revenir à ce que disait Michel, on parle de business quand même à un moment donné. Donc, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas tuer la créativité? Est-ce que ça va pas faire en sorte que les marques de luxe vont être obligées de se réinventer? Parce que leurs magasins, leurs vêtements, ils seront en magasin 6 mois plus tard. Ouais. C'est ça les vraies questions. Marie, on parlait... Imitation, ça vous parle? Est-ce que le net n'est pas un vecteur d'imitation plus rapide? Parce que tant qu'il n'y avait pas le digital, il fallait passer la porte des magasins pour s'inspirer. Sortir l'appareil photo, c'était compliqué. C'était voire impossible. Aujourd'hui, tout est exposé, les modèles sont exposés sur Internet. Est-ce que effectivement le danger du net n'est pas là? Pour vous surtout? Alors pour moi, absolument pas, parce que le problème chez Gripois, c'est que tout est fait à la main. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Très difficile de copier. Jonathan, une petite question sur la Chine. 2 questions sur la Chine et puis on va passer à la question au public. Ouais. Première chose, la plupart des pays qu'on appelle avec un peu d'arrogance émergents, alors que sur plein de points de vue, ils sont tellement plus émergés que nous, ne serait-ce que sur les absorptions d'innovation, ont tendance à faire plus confiance à l'extérieur que ce qui se produit à l'intérieur, ce qui laisse encore une marge peut-être, vous me contredirez, pour nos produits, parce que pour l'instant, ils leur accordent un critère de confiance assez important. Mais est-ce que vous voyez les Chinois commencer à se poser la question de dire, bon, j'ai mon marché, la Chine, son histoire est avant tout centripète depuis la nuit des temps, c'est vraiment une grande exception qu'elle vit depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous la sentez avoir envie de créer ses propres marques pour surfer sur ce que vous expliquiez tout à l'heure de la culture chinoise? Alors, c'est une très bonne question. En réalité, je pense que les Chinois aujourd'hui consomment des marques de luxe occidentales
pour plusieurs raisons. Mais les deux principales sont pour véhiculer avant tout leur succès et leur modernité. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur nos marques pour dire à leurs amis d'abord et aux gens qui les entourent, j'ai réussi et je suis moderne. Avec un parallèle d'ailleurs, je crois qu'on aime beaucoup le Japon tous les deux, assez frappant avec ce qui s'est passé au Japon justement dans la deuxième partie des années 70, où les Japonais, sortant des 30 Glorieuses, se sont mis à se ruer vers les marques de luxe occidentales pour montrer justement leur succès et leur modernité. Et pourtant, il y a une différence fondamentale entre les Japonais et les Chinois, c'est que les Japonais se sont construits eux dans un mode d'émulation, d'imitation de l'Occident, que ce soit pendant l'ère Meiji à la fin du 19e siècle, ou après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, où ils ont récupéré beaucoup de nos systèmes politiques, jeux au baseball, etc., culturels. Donc, les Japonais ont toujours vu l'Occident comme un espèce d'idéal vers lequel on va avancer. Et donc, les marques de luxe étaient une manière pour eux de jouer ce jeu-là. Or, les Chinois ne sont pas dans une logique d'émulation, ils sont dans une logique de revanche. Parce que eux, pendant ces 150 années-là, ça n'a pas été la même histoire, si vous voulez. Et donc, l'histoire des concessions, des humiliations du 19e siècle, etc., font qu'aujourd'hui, la Chine est plus dans un mode de reprendre sa place qui est... la Chine en chinois, c'est Zhongguo. Zhongguo, c'est l'empire du milieu. C'est pas, voilà, pas là par hasard. Donc ils veulent reprendre probablement cette place centrale. Et s'ils utilisent aujourd'hui les marques de luxe pour montrer leur succès et leur modernité, peut-être que demain ils souhaiteraient exprimer leur succès et leur modernité avec des marques de luxe qui ne seraient pas forcément occidentales si l'Occident ne représente plus cette vision de modernité. C'est-à-dire si demain la vision de la modernité qu'on a tous, c'est plus New York mais Shanghai et Pudong, alors le succès, ils pourront l'exprimer la modernité avec une marque de luxe chinoise. Cependant, une marque de luxe, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le temps. Si on regarde les caractéristiques qui composent une marque de luxe, une des premières, c'est le temps en général. Bon, le temps, autant on l'a chez nos marques, autant eux, pour les marques de luxe concernées, il est plutôt devant eux que derrière eux. Ensuite, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'une marque de luxe, c'est une marque qui doit être cohérente dans tous ses canaux de distribution et de communication, bien sûr. Je parle à côté d'un expert, donc je ne dirai rien. Mais il faut évidemment être cohérent dans tout ce qu'on fait, les produits, la manière de raconter son histoire, les types de produits qu'on va développer et la manière dont on va les vendre, etc. Et là aussi, les Chinois, parfois, sont un peu plus court-termistes, c'est-à-dire qu'ils vont se développer un partenariat quand la marque commence à marcher, etc. Ensuite, c'est un équilibre entre une force créative et une force business. Et on le voit bien, les marques de mode, si on veut parler de la mode, en général, ont été drivées, les grandes marques de mode ont été drivées par un couple d'un directeur artistique extrêmement créatif et d'un directeur général, extrêmement business. Là aussi, on a un problème en Chine parce qu'en général, c'est des pouvoirs qui sont très centralisés. Et quelqu'un qui a créé une marque et qui la développe va avoir du mal à dire tout d'un coup à un designer « Bon, bah tiens, tu fais tout ce que tu veux, je regarde plus, tu me montreras le jour du défilé. » Impossible. Et si lui a plutôt cette sensibilité-là, il aura du mal à dire à un directeur général « Tiens, fais ce que tu veux, montre-moi le PNL à la fin de l'année. » Alors, encore plus impossible. Quatrième point, l'international. Une marque de luxe est une marque de luxe quand le monde entier dit « c'est une marque de luxe ». Si un seul pays dit « c'est une marque de luxe », type Stern au Brésil, on a du mal, nous, psychologiquement, à se dire c'est une marque de luxe. On dit c'est une très belle marque, c'est vrai qu'ils font de beaux produits, mais l'idée d'universalité dans la représentation du rêve et de la beauté fait partie d'une marque de luxe. Or, les marques de luxe, si tant est qu'il y en ait, chinoises, aujourd'hui, vont commencer par travailler leur propre marché. Vont ouvrir des boutiques. Ils vont pas venir les ouvrir ici avec les 35 heures et les coûts de l'immobilier, ça sert à rien, ils vont perdre de l'argent. Donc ils vont pas le faire. Du coup, ils vont avoir plein de boutiques en Chine, ils les auront pas ici. Et nous, on dira, par fierté peut-être, ce ne sont pas des marques de luxe. Donc la réalité, c'est que la problématique est beaucoup plus complexe. Ça demandera du temps. Ça devrait arriver en théorie, mais ça prendra assez longtemps. Si vous me permettez de répondre à une deuxième question que je m'auto-pose. Une sorte de Georges Marchais moderne. Une sorte de genre, oui, tout ça parce que je parle de la Chine. Non, cette question-là, le digital voyage vers un nouveau luxe. Moi, elle me plaît beaucoup cette question et elle m'évoque une réflexion. Encore un point commun avec mon voisin, je suis venu sans rien préparer, donc du coup, je vais parler comme ça. Donc, voyage vers un nouveau luxe. A priori, quand on dit le digital et le luxe, tout le monde dit c'est impossible, c'est pas pareil. C'est des paradoxes. Et j'en ai listé quelques-uns dans la table ronde précédente. D'un côté, vous avez le côté ouvert et démocratique d'Internet. Tout le monde peut se connecter. Versus la marque de luxe qui ferme la porte, qui dit non monsieur, élitiste. De l'autre, vous avez l'infini d'Internet et le côté rare du luxe. Ensuite, vous avez l'instantanéité d'Internet, de l'Instagram, ça va très vite. Et le luxe, c'est du temps long. Donc, c'est pas compatible. Vous avez ensuite la recherche d'efficacité. Vous allez sur un site internet, c'est pour voir le prix, dans quelles conditions, il est disponible ou pas, versus le côté mais un peu multisensoriel de la boutique, qui à nouveau n'a strictement rien à voir. Le côté ensuite sur la communication, le luxe dans le monde ancien, c'est la marque qui parle, c'est la marque qui donne un message et vous le recevez, point. Internet, c'est collaboratif. Vous pouvez marquer, mais le client peut dire « je n'aime pas Chanel ». C'est la première fois que quelqu'un n'aime pas Chanel. Et le dernier point, c'est qu'Internet est basé sur une idée qui est la transparence.
transparence de tout. On doit tout savoir, on doit tout voir. Et le luxe, c'est pas ça. Le luxe, c'est une certaine magie. Donc, quelque part, si on maintient cette espèce de paradoxe d'incompatibilité ontologique entre le luxe et le digital, évidemment, le digital va se cracher par rapport à cette nouvelle génération qui, elle, est demandeuse de relations. Et en réalité, parce que je pense qu'elle va s'en sortir, que les marques de luxe vont s'en sortir, elles vont s'en sortir parce qu'elles vont se remettre en question. Et le digital n'est probablement pas simplement une évolution d'un nouveau canal, c'est une révolution qui transcende les ventes à travers l'e-commerce, la communication à travers le digital, qui transcende tous les départements de l'entreprise. Et ils vont s'en sortir parce que les marques de luxe vont passer d'une logique purement offre, je crée des produits, j'ai des idées, je fais un défilé, vous aimez, c'est super, on encaisse, vous aimez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas de culture, c'est pas grave, revenez l'an prochain. Cette dynamique de l'offre absolue, de dire je n'ai pas besoin de connaître mes clients, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas leur demander s'ils veulent du bleu, évidemment qu'on ne va pas leur demander, mais néanmoins, il doit y avoir un dialogue avec le client. Il doit y avoir un peu d'analyse client, un peu de marketing, même si ce mot-là n'est pas très apprécié, de dire... Parce que certaines marques ont dit qu'elles n'auraient pas de département marketing, et parce que mais je suis un grand amoureux du marketing. Les marques de luxe passent leur temps à faire du marketing. Une certaine forme de marketing. Plus ou moins, parce que quand je me retrouve en réunion à parler du marketing en Chine, je peux vous dire que la légende urbaine, tout d'un coup, apparaît effectivement très réelle et que la connaissance des spécificités de ces consommateurs elle est beaucoup moins bonne que dans des marques de consumer goods. C'est autre chose, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous bossez dans un groupe qui fait des consumer goods, vous devez analyser vos clients du matin jusqu'au soir, y compris en digital dans ce qu'ils font. Quand vous êtes dans des marques de luxe, ils disent « ouais, bon, si vous veulent aller sur Facebook, c'est leur problème ». Donc ce besoin d'aller se rapprocher du client et d'accepter, parce que c'est dur de descendre du ciel quand on est dans les rêves, d'aller le voir et d'accepter de prendre des tartes, parce que parfois il dit « on n'aime pas vos produits », c'est une nécessité. Bon. Votre expérience, c'est votre expérience, je la respecte absolument, mais je pense que c'est pas l'expérience de Michel, c'est pas la mienne, et je pense que là aussi, c'est un problème de culture d'entreprise. La réalité, alors c'est toujours pareil, les fameuses marques de luxe, parce que celles dont on parle, les LVMH, les Chanel, etc. Je suis prise par le temps. Oui, je termine là-dessus. Il y a la vitrine et puis la réalité de ce qui se passe derrière. La réalité, c'est qu'il y a du CRM, c'est qu'il y a un dialogue qui s'établit avec les clients, c'est qu'il y a une réflexion sur les besoins. On voit bien d'ailleurs nos amis des LVMH qui font faire des collaborations à des Christian Louboutin et autres Karl Lagerfeld. C'est quand même un rapport qui est en train d'évoluer à l'autre et justement au top-down et à la proposition. Mais là où je vous rejoins, c'est que je pense que le luxe est en train de se réinventer. Et en tout cas, certaines marques dites de luxe auront, à mon avis, un océan d'opportunités grâce justement à cette révolution digitale dont on parle, parce qu'elles réinterpréteront l'avenir et la promesse d'avenir et la promesse de valeur pour l'avenir. C'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il y aura effectivement deux mondes qui se créeront là. Alors, bon, rapidement, une ou deux questions de la salle. Alors, vous avez le droit de lever les mains au balcon, mais on ne montera pas, on vous lancera le micro, mais je pense qu'on peut vous entendre si vous n'avez pas de micro. Alors, attendez, je vais me rapprocher de vous. Oups. Oui, c'est pour ça qu'on n'aborde pas tout, interne. Parce qu'en fait... Bonjour, Michael Lamerck, je gère une société sur le conseil et formation dans le luxe et le digital. Vous avez beaucoup parlé de la Chine, et c'est vrai que c'est un marché numéro 1 à la fois pour le luxe, en consommation, mais aussi en digital. Le monde, il est divisé en deux. Jonathan, tu en as parlé qu'aujourd'hui, il y a des réseaux comme WeChat, comme Weibo, qui sont utilisés en Chine et nulle part ailleurs. Est-ce que tu crois, ou vous tous, que tous ces réseaux-là, qui sont extrêmement importants pour promouvoir des marques, notamment dans le luxe, vont un jour devenir mondiales? Et comment est-ce que vous pensez que les marques européennes, luxe, devraient s'y prendre pour communiquer, utiliser tous ces réseaux-là qui sont vraiment 100% chinois? Plusieurs questions, comme ça, on les prend groupées. Et on conclut. Bonjour, Julien Dupré. Pareil, je pilote une agence digitale sur, entre autres, certaines marques de luxe. La question est pas mal, vous parlez beaucoup de différenciation. Moi, je parlais de rapprochement. Est-ce que le digital, c'est pas justement un moyen de personnaliser et que le luxe cherche justement, puisqu'il y a plusieurs luxes, puisque le luxe, ce qu'on a vu tout à l'heure, appartenait à chacun et chacun avait sa vision du luxe différent. Au contraire, la personnalisation maximum du produit en général. On peut parler de beaucoup de marques qui aujourd'hui personnalisent beaucoup leurs produits pour que justement ce luxe soit identitaire
et qu'il appartienne à chaque marque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas justement ça qu'il faut regarder dans le digital? C'est-à-dire, je pousse en plus d'un produit iconique, mais d'aller vers un produit qui soit spécifique et unique. Justement, d'aller encore plus vers du luxe, encore plus unique, tout simplement. Je crois que j'en ai vu une troisième. Oui. Oui. Denis, je vous lance le micro, vous parlez fort. On a dépassé Allez. largement le... Ouais, bon, on prend les 3 questions, Voilà. et puis on arrête. Oui. Alors, Jacques, du coup, il y avait une question directement vers vous. Rapidement. Peut-être pour les risques, on va passer la parole à Marie. On en a évoqué un rapidement, celui de la copie, de l'imitation. Est-ce que le net vous expose à d'autres dangers? Non. Non. Plutôt le contraire. Rapidement, non. Bon, alors, Elliot, pour vous, non, c'est une opportunité. Entre l'équilibre opportunité-danger, finalement, on a compris que pour vous, c'est un danger. Vous confirmez une opportunité? Exactement. Et pour rebondir sur la deuxième question, c'est surtout, nous, c'est vraiment une personnalisation. Donc, je pense que je suis tout à fait d'accord avec cette théorie de personnalisation et de sur-mesure. Et que pour revenir à notre dernière discussion, d'ailleurs, c'était vraiment... je pense que le web est un médium, comme on l'a dit à la keynote d'avant, mais c'est un médium qui nous permet de personnaliser beaucoup plus que ce que font d'autres marques aujourd'hui. Rapidement, pour répondre aux 2 autres questions, messieurs, Jacques, Jonathan, rapidement. Parce que en général, la Chine gagne à la fin, mais... Non, d'accord. Alors sur la Chine et WeChat, etc. Oui, il y a une vraie question de fond là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Internet, on a tendance à trouver ici dans notre monde occidental que Internet c'est la même chose pour tout le monde. Donc Facebook, c'est Facebook américain, mais ça devient Facebook français. Donc tout le monde va avoir Facebook, c'est naturel, c'est mécanique. Mais c'est vrai qu'on a quand même une culture assez similaire avec les Américains dans la manière de communiquer, etc. Les Chinois, eux, Facebook, bon, c'est pas leur truc. De toute façon, ils n'ont pas accès, vous me direz. Mais de la même manière, Google, Amazon, etc. n'ont pas des structures organisationnelles et comportementales qui sont adaptées au mode de fonctionnement des Chinois. Et donc, il y a des Amazon chinois, des Google chinois et un WhatsApp chinois qui est WeChat. Donc WhatsApp a 450-500 millions de personnes, mais WeChat a lui-même 500 millions de personnes. Seulement, à un moment donné, effectivement, cette espèce d'uniformisation trouve ses limites. C'est-à-dire que culturellement, un Chinois, lui, il n'a pas envie d'avoir WhatsApp. Quand il communique, il préfère parler qu'écrire. Les caractères chinois sont pas très simples, donc WeChat est plutôt basé sur la parole. Vous enregistrez, c'est comme un talkie-walkie. Alors vous avez ces 500 millions de personnes qui sont sur WeChat d'un côté, vous avez WhatsApp de l'autre. Je ne pense pas que le monde entier va se mettre à avoir WeChat, comme je ne pense pas que le monde entier va avoir WhatsApp, mais on aura une masse tout d'un coup très importante qui auront des outils, peut-être demain les Indiens, on va avoir des outils encore différents, les Coréens ont même des outils très particuliers. Et la question c'est de dire comment je fais pour communiquer avec ces personnes-là et comment je fais pour aller travailler sur ces plateformes-là. Évidemment, ça rend le métier très complexe, mais en même temps, je pense que c'est ça le futur du luxe. Alors, je crois que Michel voulait réagir aussi. Ouais. Non, Jacques, vous vouliez ajouter un mot et je vais passer la parole à Michel qui voulait interagir avec vous sur un des sujets. Moi, je veux bien, mais ça me paraît tellement bizarre tout ce qu'on dit là, personnellement. Ça me paraît bizarre. Nous, on a voulu investir la Corée. Eh ben, on a d'abord pris un agent, et puis on a travaillé avec lui pour lui dire ce qu'on voulait, et puis on a mis des gens avec lui, et puis on a développé la Corée. Et ah pardon, excusez-moi. Et puis, on a commencé par le Japon. On est allé au Japon. Au Japon, il y avait un grossiste suisse, on va l'appeler comme ça, qui s'appelait Lieberman & Beckley. Ils vendaient Rolex, Bailly, Cartier et encore quelques marques. C'était des comptoirs. On a fait un accord avec lui, on est rentré dedans, il y avait nos amis de chez Rolex, il y avait nos amis de plein de marques, et on a fait un contrat avec lui en mettant un homme à nous chez lui,
Et au bout de 5 ans, on a construit quartier Kéké. Donc c'est un long terme. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance, il faut prendre son temps. Alors évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde de rapidité. Mais ce n'est pas parce que demain matin, vous allez prendre Internet et que demain matin, vous allez investir un pays, bonne chance. Vous n'allez pas le faire. Vous allez croire que vous allez le faire. Vous allez trouver quelques clients. Mais si vous voulez vous implanter sur le long terme, normalement, pour vivre longtemps, car ce qui est important, c'est de vivre longtemps. On parle beaucoup des marques qui viennent sur Internet, qui s'en vont, qui reviennent. On parle aussi beaucoup des internautes. Alors moi, j'entends des gens qui disent, chez nous, il y en a 4 millions, 12 millions, 14 millions. Très bien. Nous, on compte en clients. On ne compte pas en réflexion. Voilà. Donc je pense que, voilà, deuxièmement, il a été dit une question tout à l'heure, il a été posé une question tout à l'heure, il a été dit, oui, mais le luxe n'est pas rentré sur Internet. Internet, c'est le foyer de la contrefaçon, et pas de la copie. De la contrefaçon. Voilà, vous pouvez même acheter une Ferrari contrefaite sur Internet, si ce n'est pas une bombe atomique. D'accord? Donc on y a été doucement. Le luxe, depuis la nuit des temps, il y a du luxe. Et il y en aura après le digital, car on inventera un autre nom, et puis il y aura d'autres choses. Donc je crois qu'il faut ramener leurs choses à leur plus simple expression. Les deux ne sont pas incompatibles. Il faut bien comprendre. Les deux sont complémentaires. Moi, j'ai une petite fille, elle a 14 ans. Elle regarde des petits cœurs de Tiffany sur Internet, mais elle va les acheter dans le magasin, car elle veut les toucher, elle veut les essayer. Elle veut... Voilà. Et pourtant, c'est la génération d'Internet, d'accord? Donc, de toute façon, les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien faire ça, et si. Et puis, ça dépend des marques. Il y a des marques qui ont intérêt à le faire tout de suite, puis des marques qui ont intérêt à le faire un peu plus tard. Et des marques qui n'ont pas intérêt à le faire. Et d'autres marques qui ont intérêt à le faire. Donc je crois que de faire des généralités et de tirer des plans sur la comète, à mon avis, c'est dangereux. Chacun fait comme il le sent et comme sa marque le pousse à faire. Voilà, c'est tout. Et puis il y a l'histoire. Alors cette histoire, évidemment, cette histoire permet de faire... Regardez, nous avons fait un film chez Cartier avec la panthère, je pense que vous l'avez tous vu. Il passe partout. Voilà. Il ne dit pas un mot. Il n'y a pas un mot. C'est tout. Bon, alors si c'est ça le digital, on y est. Très bien. Je crois que c'est le mot de la fin. Ouais. Merci d'être... Marie, Elliot, Jonathan, Marie, Jacques, Elliot, merci Jacques, de votre participation, Jonathan, on vous merci. applaudit.